8h30 sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous arrivez pour cette session de rattrapage, une demi-heure pour faire le point sur toutes les infos pratiques et l'actualité 100% Vendée de ce mercredi. Et ce matin, on va aller dans un élevage de volailles pour voir comment est vécue l'annonce faite hier midi de ce cas de grippe aviaire en Vendée, le premier de cet hiver détecté dans le département. Au cours de la matinale, on va mettre le cap aussi sur les salles obscures avec le retour du coup de cœur de Camille en matière de sortie ciné. Camille qui nous emmène du côté de Pouzo ce matin avec le dernier film avec Alexandra Lamy et un certain Philippe Catherine, vendéen de son état, il me semble. Et puis notre plus de l'info revient sur les laboratoires vendéens aujourd'hui qui sont un petit peu sous tension en ce début d'année. Ils font face à une affluence record pour les tests PCR, encore jamais enregistré cette affluence jusqu'à présent. Mais avant tout ça, on va jeter un dernier œil à la météo. Et après nos 2 jours pas très joyeux, lundi, mardi, ça y est, place au soleil. Il suffisait d'être patient. Voici cette accalmie qu'on attendait tous. Un grand soleil, vous le voyez normalement sur l'ensemble de la Vendée ce matin, sans nuages, avec par conséquent pas de nuages, donc des températures qui ont rafraîchi un peu. Et puis cet après-midi, des nuages quand même devraient apparaître dans l'est du département, sur le Pouzauget et puis le pays des Herbiers notamment, mais rien de très méchant. Et là encore, du soleil partout ailleurs. On passe aux coefficients avec donc des marées, des coefficients qui commencent légèrement à baisser, mais vous avez toujours une bonne heure, voire 1h30 avec des coefs de 97-95 autour de la basse mer pour emprunter le Gois par exemple, tout en restant très prudent puisqu'il y a encore eu un rescapé du Gois en début de semaine qui s'est réfugié lui sur une balise de secours mais qui a dû laisser sa voiture sous les eaux. On passe à la carte des marchés de ce mercredi. Alors, notre carte hebdomadaire, vous voyez tous les rendez-vous qui sont prévus sur l'ensemble du département pour ce milieu de semaine. Et comme nous sommes le premier mercredi du mois, je vous propose d'aller en plus précisément à l'Herbergement. Le rendez-vous est donné dans une demi-heure de 9h jusqu'à 13h, place du marché. Et là, vous trouverez de quoi manger, évidemment, auprès des producteurs locaux, mais aussi, comme c'est la foire, des vêtements, des outils ou encore des produits d'entretien. Voilà pour nos infos pratiques de ce mercredi matin. Il me reste à souhaiter une bonne fête au Édouard, au Teddy ou encore à Émilienne. Et on passe au journal. Et nous prenons donc le Nord-Vendée pour commencer, du côté de Beaufou, puisqu'on a appris hier qu'un foyer d'influenza aviaire, de grippe aviaire, y avait été détecté tout début janvier. L'élevage de dinde a tout de suite été abattu pour éviter la propagation. Néanmoins, le protocole prévoit un périmètre de sécurité autour de ce premier foyer hivernal vendéen et les règles à respecter par tous les éleveurs, qu'ils soient professionnels ou non, sont très précises. Grégoire de Châtillon. Jordi Bouanchot, président des jeunes agriculteurs de Vendée, est éleveur de poulets. Il sécurise ici son bâtiment. À l'intérieur, ces 14 000 volailles confinées en cause la grippe aviaire avec ce nouveau foyer détecté dans le département. Connaissant particulièrement l'éleveur et la commune sur laquelle le cas de grippe aviaire a eu lieu, je sais que c'est un éleveur qui respecte drastiquement les règles de biosécurité et en plus tout cela a été prouvé par les services vétérinaires. C'est malheureusement toujours inquiétant, mais on peut être quand même relativement satisfait qu'aujourd'hui l'ensemble des dispositifs de sécurité et des règles de biosécurité sont mis en place très rapidement pour essayer de protéger au maximum on va dire cette épidémie de grippe aviaire qui se propage très vite. Pour éviter la propagation de cette maladie virale très contagieuse pour l'animal, l'éleveur doit alors mettre en œuvre différentes mesures de sécurité sanitaire. La première des mesures, c'est d'essayer de réduire au maximum le nombre de personnes différentes qui ont accès au bâtiment. C'est pour ça que chaque éleveur est quasiment la seule personne autorisée à rentrer à l'intérieur de son bâtiment parce qu'il, lui, est habitué au microbisme et les animaux sont habitués aussi à l'éleveur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, c'est une combinaison unique pour dans le bâtiment, changer les bottes, se laver régulièrement les bottes, les mains, et voilà. Et essayer de réduire le plus possible, d'amener des éléments de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Des éleveurs sur le qui-vive, de plus en plus habitués à redoubler de vigilance. Nous, en tant qu'agriculteurs, professionnels, éleveurs, on connaît les règles de biosécurité. On les met en place de façon drastique. On a des contrôles sur ces règles de biosécurité régulières et également l'appui de techniciens, de la Chambre de l'agriculture et de nombreux services.
Par contre, ce qu'il se passe, c'est qu'on le voit dans les volailles domestiques, on sait, on a beaucoup, notamment en campagne, des gens qui ont 2-3 poules. Et lorsque ces animaux-là ne sont pas renfermés dans des endroits clos, ils peuvent très vite transmettre l'influenza aviaire à des élevages. Pourquoi ? Parce que ça peut se propager très vite. Toute suspicion de signes évocateurs doivent faire l'objet d'une déclaration au service vétérinaire du département. Avec plusieurs milliers de kilomètres par an sur les routes de Vendée, les aides à domicile font partie de ces professions plutôt exposées aux accidents de voiture. Les associations du réseau ADMR ont donc décidé en fin d'année de créer une sorte de boîte à outils pour prévenir ces risques. Très concrètement, des temps d'échange en équipe ainsi que des ateliers de sensibilisation ont été organisés pour revoir les bonnes pratiques au volant. Une trousse de premiers secours a également été remise à tous les intervenants. L'ADMR en Vendée, c'est 12 millions de kilomètres réalisés par les salariés. 2600 salariés qui vont tous les jours au domicile de 50 000 personnes. Mais on n'a pas tant que ça d'accidents graves aujourd'hui, même très peu. Mais on ne voulait pas attendre d'avoir des accidents nombreux pour se préoccuper de ce risque. Et donc la prévention, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accidents. Donc on a voulu vraiment prendre soin de nos salariés et donc les former, les sensibiliser au maximum et pour qu'ils soient bien dans leur travail et qu'ils continuent à intervenir du mieux possible au domicile des personnes. Le fait d'avoir participé à cet atelier, on se remet en cause. Et c'est tout simplement, après, machinalement, on se dit, tiens, ah oui, c'est vrai, je ne faisais pas ça, je ne le faisais plus. Et maintenant, ça va me permettre d'anticiper les choses, par exemple. Enfin, ça remet beaucoup en cause des choses qu'on a appris forcément au moment de passer la conduite. Et puis on croit avoir utilisé les bons gestes depuis toutes ces années. Et en fait, ça remet beaucoup en question, quoi. Nous parlions hier des bonnes résolutions avec notre invité en plateau. Benoît Pinault nous rappelait qu'il fallait y aller pas à pas pour être sûr de les respecter, ces bonnes résolutions. Eh bien, vous remettre progressivement au sport en fait peut-être partie pour 2022. Avec septembre, janvier est en tout cas un des 2 mois de pic de fréquentation dans les salles de sport. Pierre Dalicieux, Louis-Jean de Barmont. Si nous avons pu profiter de notre gastronomie française pendant les fêtes de fin d'année, il est temps pour certains de se refaire une beauté pour 2022 et de reprendre le chemin de la salle de sport, comme ici à Mouilleron-le-Captif. Il y a les bonnes résolutions qui arrivent et à partir du mois de janvier, tout le monde revient. C'est une période où on a plus de monde, une plus grosse affluence. Et c'est une des priorités des personnes qui viennent en salle, c'est se remettre en forme, justement changer et avoir travailler sur des bonnes résolutions. Placez pour placer les 2 pieds sur le plateau, donc placez bien au centre. Les machines de musculation sont de nouveau sollicitées afin que tout un chacun puisse redécouvrir ce goût de l'effort si particulier. On part sur 10, c'est ça ? 8. Alors, le mois de janvier, oui, c'est un gros pic dans le fonctionnement d'une salle. Après le mois de septembre, il y a le mois de janvier. Et ça dure en fonction des motivations. Ça peut durer 1 mois ou jusqu'à plus longtemps. Donc on est là justement pour que les personnes puissent venir et soient contentes de venir. Les équipes sont à pied d'œuvre pour vous accompagner dans vos nouveaux défis sportifs, tout en vous ménageant pour éviter les blessures. Ouais, ils sont derrière, c'est normal. Quand tu changes de position. En général, il faut faire attention en période de reprise, parce que le corps c'est un peu laissé aller, donc forcément il faut retrouver des habitudes, repartir doucement. Donc en général ici on propose un suivi qui fait que on propose un bilan et nous en fonction de la personne on va lui permettre de revenir progressivement et soit de retrouver l'objectif voulu qui était l'objectif d'avant ou un nouvel objectif. Même si la crise sanitaire a impacté la fréquentation des salles de sport, certains irréductibles ne changeraient pour rien au monde ce sas de décompression et de remise en forme. Le Covid a fait qu'il y a eu une baisse de fréquentation. Donc on a eu moins de monde, on le ressent, on doit être dans l'ordre de 30% peut-être en fréquentation en moins. Après, il y a quand même des personnes qui s'inscrivent et ceux qui étaient là avant restent en général.
Et nous terminons avec le Mondial Football Montaigu qui se prépare à un retour à la normale pour Pâques. Après une édition il y a 2 ans annulée et une autre l'an dernier reportée au mois d'août, les organisateurs espèrent cette fois-ci retrouver le rythme classique d'une semaine de compétition qui s'achève le lundi de Pâques. Le plateau, lui en tout cas, est prêt. Dans les nations garçons, donc il y aura le Brésil, le Mexique, le Japon, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre et la France. Donc ça fait 8 nations garçons qui joueront du 12 au 18 avril. Et puis les féminines, il y aura 4 équipes féminines qui seront l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas et la France qui joueront, elles, du mercredi 13 jusqu'au dimanche 17. On a quand même réussi à réunir un plateau intéressant au niveau des équipes et surtout relancer pour nos bénévoles, nos partenaires, qu'on se retrouve enfin tous ensemble, on l'espère. Et ce Mondial Football Montaigu est pour le moment prévu du 12 au 18 avril prochain. Avant de refermer ce journal, on va changer de plateau et regarder un petit peu plus en détail le ciel. C'est l'heure de retrouver Fanny avec son bulletin météo. Et puis nous, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour à tous, nous retrouvons déjà le soleil ce mercredi. Il va se maintenir dans le ciel vendéen jusqu'à jeudi. En contrepartie, un petit risque de gelée est attendu en matinée. À l'inverse, le temps se réchauffe en fin de semaine, mais les nuages reviennent en force et s'accompagnent à nouveau de pluie et de vent. On en reparle dans quelques instants. En attendant, c'est donc un changement de temps radical qui nous attend ce mercredi avec une petite offensive hivernale. Le soleil, vous le voyez, va rester majoritaire sur une bonne partie de la Vendée avec tout de même ces passages nuageux qui circulent notamment le long du littoral. Il va faire plus frais au réveil, on compte donc un minimum de 1 à 2 degrés seulement dans l'intérieur des terres. C'est plus doux pour les habitants du bord de mer avec 5 degrés au Sable d'Olonne et 8 sur les îles. Dans l'après-midi, pas de grands changements côté ciel. Le soleil brille toujours, quelques petits nuages circulent tout de même par endroits. Le vent s'oriente nord-ouest, il reste faible avec une moyenne de 10 à 30 km/h. Le mercure a du mal à grimper sous ce ciel dégagé. On compte une moyenne de 7 degrés pour l'intérieur du département, voire même 6 degrés seulement du côté de la Châtaigneraie. Le long des côtes, on atteint les 8 degrés de moyenne. Petit coup d'œil aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, on pourra de nouveau profiter d'un beau ciel bleu en Vendée, mais les gelées sont possibles en matinée avec un minimum de 0 degré attendu le matin. L'après-midi, le soleil perdure avant l'arrivée de petits nuages en soirée, signe d'eau pour le lendemain. Et donc justement, vendredi, le flux océanique reprend ses marques. La pluie fait donc son grand retour, mais pas que. Le vent également se renforce avec des pointes à 55 km/h côté Mercure. C'est plus doux sous cette perturbation, on compte de 5 à 11 degrés. Et puis samedi, le temps reste perturbé avec un régime d'averses. Des averses qui d'ailleurs pourront être fortes avec du vent. Les rafales pourraient grimper jusqu'à 100 km/h. La vigilance est de mise, mais bien évidemment, nous en reparlerons en fin de semaine pour confirmer ces prévisions. On revient à notre mercredi 5 janvier. Nous grappillons toujours 1 minute de temps d'ensoleillement, c'est mieux que rien. Les marées sont descendantes, on compte 97 et 95 côté coefficient. Et puis dernier point, très belle fête à tous les Édouards. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée sur TV Vendée. Retrouvez Juliette Carto lors du prochain bulletin. Quant à moi, je vous dis à jeudi. Merci Fanny, et donc on retrouvera Juliette dans le prochain bulletin météo demain matin. Il est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale, c'est l'heure de retrouver le plus de l'info. On va revenir aujourd'hui sur la très forte affluence enregistrée dans les laboratoires qui dépistent le Covid. Vous en avez peut-être fait vous-même l'expérience, jamais les files d'attente n'ont été aussi longues que depuis les fêtes, regardez. En ce moment, on va dire c'est jusqu'à hier ou avant-hier, on était sur des cadences de 3000 prélèvements par jour à peu près. On imagine que d'ici quelques jours, ça risque encore d'augmenter parce que finalement, c'est énormément de patients qui sont cas contact. Donc on imagine que le nombre de prélèvements risque d'augmenter un petit peu. Tout ce qui est matériel automate, on va dire que depuis un bon petit moment maintenant, à l'échelle du Covid, au moins 1 an et demi, on est sur une solution stable. Donc c'est vrai qu'on maîtrise. Après, il y a tout ce qui est temporaire, avec effectivement les écouvillons, les réactifs.
tout ce qui va autour. Et là, depuis 15 jours, 3 semaines, la situation est assez tendue parce que finalement, tout le monde a recommandé en même temps un petit peu face à ce nouvel élan de cas positifs. Ce qui fait qu'on a quelques difficultés, mais jusque-là, on arrive à composer avec nos fournisseurs, à trouver des circuits alternatifs pour ne pas se retrouver en situation de pénurie. Donc, je pense que le plus dur au niveau stock, probablement, est derrière nous. La limite, effectivement, c'est le nombre de personnes pour réaliser les prélèvements. On voit bien, malheureusement, qu'avec les files d'attente, si on avait 4, 5, 6, 7, 8 préleveurs en plus, bien évidemment qu'on pourrait rationaliser de façon un peu plus optimiste ces files d'attente, mais c'est difficile. Donc par contre, s'il y a des préleveurs qui sont motivés, intéressés et volontaires, bien entendu, mais comme tous les autres laboratoires, écoutez, on est prêt à vous accueillir. Le délai classique, il est entre 12 et 24 heures. On fait ensuite la recherche de variants pour les patients positifs, comme nous le demande le ministère. Et donc, il faut recompter à peu près un délai de 12 à 24 heures. Donc, on va dire que ça peut aller jusqu'à 48 heures. Forcément, les équipes sont sous tension. Donc, dans les périodes de pic, on sait que malheureusement, parfois, ça peut avoir tendance un petit peu à s'allonger. Mais en tous les cas, on fait le maximum pour avoir des délais de rendu raisonnables, parce qu'on sait que c'est important pour la prise en charge des patients, notamment avec les cas Omicron qui se multiplient malheureusement, quoi. On surveille et on le voit jour après jour, notre pourcentage d'Omicron qui a tendance à monter et progressivement à supplanter un petit peu le Delta. Donc, sur les données de la semaine dernière, bien qu'elles ne soient pas forcément toutes consolidées avec la journée d'hier, on était à 20-25% à peu près de positifs. Et sur ces 20-25%, on a 80% de variants Omicron en fait. Et c'est donc un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr. On part au ciné maintenant. Avec un gros plan sur les sorties ciné du jour, on va retrouver Camille et ses coups de cœur de la semaine, ses premiers coups de cœur pour 2022. Pour ce mercredi, Camille, elle a choisi de jouer la carte du local, vous allez voir, parce qu'elle nous propose un film avec Alexandra Lamy, mais également le Vendéen Philippe Catherine. Regardez. Regarde. Oui, je sais. T'as trouvé ça où? Dans la poubelle de la salle de bain. Et donc? C'est à qui? Sûrement une de mes patientes. Laurent, t'es gériatre. Oui, je sais pas alors. César, c'est à toi ça. Non, elle m'aurait dit, on se protège en plus. Ça peut pas être Poupie quand même. C'est pas toi ça. Mais c'est quoi ça? Mais putain, mais t'es dégueulasse! Non, c'est pas Poupise. Et Max alors? Mais Max, il a jamais eu une meuf. Qui fait de la musique de chambre et du pilates. Il s'arrange toujours pour être cerné par des meufs, ce mec. Non, mais c'est parce que ça, il a une sensibilité. Singulière? Bien sûr. Vous foutez pas la honte, hein? Excuse-moi, c'est pas à vous ça. J'utilise pas cette marque-là. Et June, elle utilise pas cette marque? Je sais pas, faut lui demander. June, c'est qui, June? Et c'est sa sœur. Ouais, c'est pas comme ça, dis-moi. Quand tu deviens mère la première fois, quand tu deviens une maman, tu joues à l'adulte. Ici, on a des règles! Pourquoi? Mais c'est ta mère, tes règles, ça me saoule! Puis à force de faire semblant, tu deviens un adulte. Je suis complètement défoncée. César, tu vas prendre le volant, d'accord? C'est super, tu l'as toujours été. On ressemble quand même à une famille heureuse. On est une jolie famille, non? C'est une chronique Le coup de cœur de Camille à retrouver en intégralité cet après-midi sur notre antenne aux environs de 15h ou aussi en replay sur notre chaîne YouTube ainsi que sur tvvendée.fr. C'est l'heure de l'extrait du jour. Avec de la gourmandise dans notre extrait ce matin. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes avec nous depuis 7h. En fin de semaine, vous allez pouvoir retrouver Jérôme Aubineau qui a décidé de nous parler de chocolat. Donc comme toujours pour ce début d'année, il sait bien choisir ses sujets quand même, Jérôme. Et donc pour cela, il a invité Mélanie Polo qui travaille le chocolat à Notre-Dame-de-Mont.
Mélanie Polo, je disais que vous étiez tombée dans la marmite de chocolat, mais en fait, ceci n'est que pure invention, j'en sais rien. Comment ça vous est arrivé ? Alors en fait, justement, je suis tombée très tardivement dans la marmite de chocolat. Ouais. Le chocolat, c'était pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement. Alors tout le monde était un petit peu surpris lorsque je le dis. J'aimais pas le chocolat. Je le trouvais gras, je le trouvais sucré et surtout je le trouvais ennuyeux. Toujours le même goût et très peu vertueux. Et il y a quelques années, sur un séjour à Paris, il y a 4-5 ans, je suis allée au Salon du Chocolat pour la première fois. Porte de Versailles et c'était la première année où il y avait un village Bean to Bar. C'était l'une des premières années où ça se passait au Salon du Chocolat. Très nouveau, ça faisait qu'une année ou deux que ça existait, les premières chocolateries Bean to Bar en France. Et j'ai goûté en fait pour la première fois du chocolat ce jour-là. C'est-à-dire que lorsque je dis que j'ai goûté pour la première fois du chocolat, j'ai goûté un chocolat qui était fait à partir de fèves de cacao avec 2 profils aromatiques différents, pas gras, où il se passait quelque chose et qui parlait et qui racontait une histoire. C'est ce qu'on appelle, parce que vous avez évoqué le terme bean to bar, c'est quoi exactement ? Alors en fait... Ça vient d'où ? C'est pas maraîchin comme expression. Non, c'est pas maraîchin. On pourrait peut-être le faire avec l'accent maraîchin, mais je suis pas sûre de ce que ça donne. En fait, le bean to bar, c'est littéralement en fait fabriquer du chocolat à partir de la fève de cacao. Bean to the bar, de la fève à la tablette. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 2000-2005 pour répondre à la standardisation et l'industrialisation du goût du chocolat, puisque au siècle dernier, on a beaucoup industrialisé le chocolat et il en a perdu un peu de saveur. Et donc, beaucoup de nouveaux fabricants de chocolat se sont installés aux États-Unis notamment, allaient travailler, récupérer des cacaos dans différentes plantations. Et on s'est rendu compte que chaque terroir de cacao avait un profil aromatique qui était différent. Surtout lorsqu'on travaille des cacaos qu'on dit de spécialité, on est au-delà des cacaos fins. Lorsqu'on travaille des cacaos de spécialité, on avait quelque chose d'incroyable qui se passait en bouche, tous très différents, parce qu'on ne rajoutait rien d'autre que du sucre. Pas de lécithine de soja, pas de matière grasse. Malheureusement, on ne l'apprend pas encore à l'école, mais on peut faire du chocolat autrement. On peut fabriquer du chocolat qu'avec du cacao et du sucre. Et donc, depuis 5-6 ans, en fait, quelques chocolateries se sont montées en France. Et aujourd'hui, nous sommes une vingtaine. Comme toujours avec la bande à Jérôme, c'est à retrouver en intégralité ce samedi à 10h30, notamment sur notre antenne. Et ce sera donc l'occasion d'entamer l'année en parlant de chocolat. Vous êtes bien toujours sur le plateau de la matinale. On va faire un rapide rappel des titres avec 12 800 dindes qui ont été abattues le 2 janvier à Beaufou dans un élevage professionnel. Une mesure sanitaire après qu'un foyer de grippe aviaire y a été détecté, le premier de cet hiver dans le département. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de l'exploitation et tous les élevages de volailles professionnels comme non professionnels sont soumis à un protocole strict pour essayer d'enrayer au plus vite l'épidémie. Septembre puis janvier, c'est le retour d'une fréquentation un peu en hausse dans les salles de sport, la faute ou grâce à ces fameuses traditionnelles bonnes résolutions. Mais attention, un départ sur les chapeaux de roue qui pourrait vite vous renvoyer au vestiaire. Et puis sur les terrains, cette fois-ci, le Mondial Football de Montaigu prépare sa prochaine édition, un tournoi 2022 prévu du 12 au 18 avril prochain, avec 8 nationalités représentées pour les équipes masculines et 4 pour les équipes féminines. 8h54 sur le plateau de la matinale, c'est le moment de passer au jeu. Avec donc toujours ce petit pense-bête qui a été oublié, mais si ça se trouve, vous connaissez mieux la question que moi cette semaine. Vous le savez, on parle patrimoine depuis lundi. Vous avez en fait jusqu'à vendredi midi pour essayer de nous envoyer votre réponse, de déterminer surtout quel est le projet qui a été retenu pour 2022 par la Fondation Patrimoine pour représenter la Vendée dans le cadre de la mission Berne. Voilà, en gros, tous les ans, vous avez chaque département représenté par un site qui a besoin d'être rénové, donc qui est remonté au niveau national pour intégrer la mission Berne. L'an dernier, c'était la Villa Charlotte. Vous avez les images d'illustration. Et nous, on vous demande quel est le projet pour cette année 2022. Alors, si vous avez été attentif à notre antenne, puisqu'en général, quand même, la réponse à nos questions, elle est toujours disponible sur l'antenne de TV Vendée. On en a parlé au cours de la semaine qui précédait Noël. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion d'aller vous plonger un petit peu dans les replays de TV Vendée. Quel est le site choisi pour 2022 ? L'indice du jour, leur rôle est vital
pour les navires en mer. Leur rôle est vital pour les navires en mer. Hier et avant-hier, on vous donnait des indications plus géographiques pour l'endroit de ce lieu. Voilà maintenant un indice plutôt sur le type d'endroit à chercher. Et vous allez tout retrouver sur notre page Facebook pour en savoir un petit peu plus. Le partenaire de la semaine, vous l'avez vu, c'est le VCB, le Vendée Challenge Basket. 2 d'entre vous pourront repartir chacun avec 2 places pour assister à un match de la saison régulière de l'équipe de National 1 masculine. Et je crois avoir fait le tour de la question. C'est la fin de cette matinale. Ouais, il est déjà 8h56. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant demain dès 7h en direct pour un nouveau début de journée ensemble. Et on sera déjà jeudi. Très bonne journée sous le soleil et à demain.